Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour si vous nous suivez en rediffusion. Généralement, cette émission n'est jamais collée à l'actualité. C'est pour ça que nous avons laissé passer un peu de temps, un peu d'eau sous le pont avant d'aborder ce sujet de vente des esclaves en Libye. À la demande de plusieurs téléspectateurs qui nous ont prié de revenir avec les invités sur ce sujet brûlant. Alors, je vous présente les invités. Ils ne sont que deux parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Monsieur Manara Kamitega Denis. Bonsoir, Monsieur Manara. Bonsoir, Monsieur Kibambi. Et Monsieur Modeste Bonigaba. Monsieur Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, Monsieur Kibambi. Ma première question va être très simple. Elle s'adresse d'abord à Monsieur Manara. Non, mais après diffusion de ce reportage par CNN, vous avez été meurtri dans votre chair. Vous avez été choqué, je l'espère. Choqué, pas tant que ça. Surpris non plus. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui ignorent le passé. Parce que si vous ignorez votre passé, vous vous condamnez à le revivre. Je vous arrête là pour poser la même question à M. Modeste Bonigaba. M. Modeste Bonigaba, vous au moins, vous avez été meurtri, surpris tout au moins. Je vous surprendrai parce que non, il ne l'est pas été non plus, parce que, comme vient de le dire notre ami Manara, c'est en quelque sorte la sortie au grand jour de ce que nous vivons au quotidien depuis tout ce temps, mais les caméras n'avaient jamais montré cela. Donc pour moi, c'est je suis presque tenté de dire que c'est un non-événement. Monsieur Manara, non, maintenant je vous donne le temps de vous expliquer, parce que plus d'un téléspectateur doivent avoir été choqués par ces propos, parce que le tollé a été général. C'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi? Ils ne savent pas qu'en Mauritanie, il y a l'esclavage institutionnel. En Mauritanie, des Noirs comme vous et moi sont sous le régime d'esclavagisme depuis des siècles. Il arrive à un petit mort mauritanien blanc de libérer 10 femmes avec leurs enfants. Je ne veux plus vous voir comme esclaves chez moi. Ils reviennent. Ils reviennent. La liberté, l'esclavage leur réussit mieux que l'état de liberté. Ils n'aiment pas la liberté. Ils n'aiment pas la responsabilité. Donc ça, c'est l'esclavage institutionnel qui est en Mauritanie. Ce pays siège à l'unité africaine. Et en Afrique, il y a une commission africaine des droits de l'homme. Est-ce que nous ignorons qu'il y a l'esclavage en Mauritanie? Et puis autre chose, moi, je connais tous les pays du Maghreb. Hein. Un Noir n'est jamais à l'aise dans les rues d'Alger. Hein. On vous traite d'esclaves. Et puis, moi, j'ai été en Algérie. Le sud algérien est peuplé de Noirs. Avez-vous déjà vu un ministre noir en Algérie? Non. Et les Noirs qui sont dans le sud algérien ont un statut de citoyens de seconde zone. Il y a en Tunisie des Noirs dont la présence là-bas est surprenante. Ça ne me surprend pas, parce que moi je sais que depuis le XIe siècle, il y a un trafic transsaharien de Noirs qui sont vendus à dos de chameaux dans les pays du Maghreb. Je sais que les Haoussa préparaient des gens qui allaient devenir des eunuques. Je sais que des fantis capturaient des jeunes hommes noirs pour les vendre, et une fois arrivés dans les pays arabes, on les castrait. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a un pays, il y a le statut de noir au Maghreb et dans les pays arabes. Aujourd'hui, ne devait pas du tout nous faire étonner un événement qu'on a vu autre chose en Libye. Et puis, nous sommes au XXIe siècle. Non, mais nous sommes au XXIe siècle.
Mais l'esclavage en Mauritanie colle parfaitement avec 6 siècles. Il n'a jamais été inquiété. Vous avez déjà entendu un seul campus universitaire, un seul universitaire qui dénonce l'esclavage en Mauritanie? Non. Il y a en Mauritanie des associations de Mauritaniens noirs. J'en ai rencontré à l'université à Paris qui luttent seuls. Les Africains ne sont pas solidaires. Vous allez voir, peut-être que l'esclavage au Maghreb en général, Tunisie, Algérie, tout ça, peut-être qu'il sera bousculé par les peuples d'Europe, mais pas par les peuples d'Afrique. Je rappelle que M. Manara est de formation historien. Alors, M. Bonigaba, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas surpris outre mesure. Explication. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on connaît son histoire, je ne suis pas historien comme lui, mais j'ai quand même appris l'histoire de mon pays et du continent, du monde. Eh bien, le comportement que nous avons, c'est un comportement d'anciens esclaves, d'anciens colonisés. Ici, aujourd'hui, mais regardez autour de vous, tous ces expatriés arabes ou autres qui sont ici. Mais comment ils nous traitent? Même nos ministres sont traités de... Alors comment voulez-vous que déjà dans nos propres pays, nous ne faisons rien pour nous faire respecter, et qu'à l'extérieur, ceux qui voient ça puissent avoir un comportement ou de la considération pour nous? Ce ne serait pas rationnel. Commençons par adopter un comportement qui impose le respect. Vous verrez qu'ailleurs, on va se dire, tiens, ils ne sont plus les mêmes. On dirait qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se comporter de manière différente. Vous savez, je suis un peu l'avocat du diable, je pose des questions pour que les gens comprennent. Ça veut dire que nous, dans nos mentalités, nous n'avons pas évolué. Non, mais ne me dites pas ça. Non, ça veut dire que la mentalité, tendance lourde, c'est-à-dire le noir vis-à-vis du blanc, cette mentalité d'anciens colonisés est toujours là. Parce que pour que cette mentalité disparaisse, il faut avoir un comportement qui montre d'abord que c'est nous les propriétaires de ce pays déjà. Il faut le remplacer par une autre mentalité. Oui, c'est ça. Donc, mentalité du propriétaire qui remplace la mentalité du colonisé. D'accord. Nous sommes jusqu'ici comme des non-propriétaires de notre espace. Comme si nous étions là juste des étrangers, des passagers. Des passagers, mais ce n'est pas à nous. D'accord. Nous n'avons jamais affiché cette identité d'être propriétaire de notre espace. Je reviens à vous. Monsieur Manara, n'allez pas jusqu'à nous dire que cette mentalité est dans notre ADN de noir quand même. Ce serait une insulte. Je ne sais pas. Regardez, quand un Européen veut m'insulter, moi, Manara, d'une manière inconsciente, qu'est-ce qu'il dit? Il dit sale nègre. L'Européen est convaincu que je suis sale. L'Arabe, parce qu'il s'agit de la Libye, c'est un esclavage dont on ne parle pas beaucoup. Quand il veut insulter un noir, il ne dit pas sale nègre, non, il dit esclave. Dans le subconscient de l'Arabe, le noir est un esclave. Et un esclave dans les pays arabes. Et chez l'Arabe, qui est à Kinshasa, qui est à Kinshasa, à Lubumbashi, chez l'Arabe, un noir est un animal domestique. Je vous donne un exemple. Vous verrez un jeune Congolais sortir une belle Anglaise, blonde ou brune.
à Kinshasa, une belle Française, une belle Belge, mais vous ne verrez jamais un jeune Congolais sortir une belle Libanaise ou une belle Arabe. Pourquoi? Parce que c'est une injure. C'est contraire à la nature. Vous voyez? Mais pour que cela change, parce que c'est ça... c'est là qu'on... Oui, mais M. Kivambi, il ne faut pas demander à l'autre, parce que de changer son regard sur nous. Mais c'est à nous de travailler pour que l'autre change le regard qu'il pose sur nous. Revenons d'abord le comportement. Modeste a fait allusion au Libanais, à l'arabe, ici chez nous. Il y a une petite profession qui s'est développée devant les magasins, tenue par les Indiens ou les Libanais. Aider un Libanais ou une Libanaise à transporter ses courses, ses petits bagages, quand il sort d'un magasin jusqu'à dans sa voiture. Et l'aider à sortir sa voiture. Il y a des colosses congolais qu'on met devant ce magasin-là. Alors, ils aident. Vous savez pourquoi il faut, il faut ce job pour un petit billet de 500. Il n'y a pas de dignité. Et la petite arabe, la petite libanaise, quand elle libère ce petit billet, c'est avec un mépris. Quand vous vous livrez à ce genre de petit travail, pourquoi ne pas laisser le Libanais sortir lui-même sa voiture? Mais on n'a pas changé. Et puis, si nous gérons mal nos pays, je vous pose la question de savoir, citez-moi d'abord 2 villes reliées par une route que nous avons construite depuis le départ des Belges. Le Libanais et les Arabes savent ça. Quand vous allez, quel est le pays le plus fréquenté, le pays arabe fréquenté par où ils vont acheter de la pacotille, il y a un pays, Dubaï. Oui. Mais vous allez voir comment les Arabes ont conçu chez eux. Quand l'Arabe compare comment il a développé son pays et comment nous avons laissé se dégrader les nôtres, eh bien, l'Arabe ne change pas de regard sur qui pose sur nous. Son regard reste le même qu'il y a 600 ans. On va écouter les réactions de la rue parce que nous l'avons sollicité afin qu'il participe avec vous, avec nous, dans cette émission. On va écouter nos compatriotes. Au conseil, on a vu sur un peu pour ça vie à clandestin. C'est ça ma bé, ça risque, gens risquant, vous risquez vie n'a pas vie ça une fois. Ceux qui ont on a la chasse à commis, on a la chasse à Koufi. Ceux qui ont Koufi, on a la perte de la famille pour rien. Or ceux qui ont un mot, on a procédé normal et ça a mis. Nous pensons que d'une part, nous pouvons les condamner, d'une autre part, nous n'allons pas les condamner compte tenu de ce que nous vivons chez nous. Nous allons les condamner pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de vrais citoyens. Ils ne sont pas de vrais citoyens au sein de notre pays puisque, quelles que soient les difficultés qui parcourent notre pays, quelles que soient les conditions que nous vivons dans notre pays, nous devons avoir d'abord l'amour de notre pays. Puisqu'ils se déplacent, ils quittent ici pour dire au Congo, nous souffrons beaucoup. Tant mieux aller se réfugier chez autrui. Voilà les conséquences maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous demandons maintenant, c'est un problème qui concerne le gouvernement. Au niveau de Libye, nous avons notre ambassadeur qui représente la RDC. Il doit pouvoir avoir cette volonté de s'approcher auprès de nos confrères et nos consoeurs qui sont en train de subir au niveau de Libye. Et comme ça, le gouvernement doit prendre acte de toute cette souffrance-là et pouvoir faire tout possible pour ramener nos confrères qui sont en train d'en pâtir au niveau de Libye. C'est vraiment un phénomène inhumain, c'est pas bien ce qui se passe là en Libye parce que nous sommes tous des êtres humains et vous savez que la vie humaine est sacrée et cela est stipulé, garanti par la loi. Et ces caractères sacrés de la vie humaine, c'est vraiment quelque chose qui doit se respecter à tout point de vue. Et alors, nous demanderons à nos frères, si ce message sera arrivé jusque-là, nous demanderons à nos frères d'arrêter ce genre de traite. Et nous demanderons aussi à la communauté internationale de pouvoir faire quelque chose aussi vite que possible pour arrêter ce genre de traite. La communauté internationale, le temps, une communauté remplie de personnes aguerries, de personnes
très sages et des juristes d'ailleurs, ils ne peuvent pas, eux qui sont en train de prôner la sacralité de la vie humaine, ne peuvent pas à leur tour aussi détruire ce qui est l'objet de leur lutte. Bon, en fait, je lancerai un message à tous mes frères congolais et tous mes frères noirs africains. Ils doivent savoir qu'il y a un adage qui dit « une pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Donc ils doivent d'abord rester chez eux, travailler, pourquoi pas développer aussi leur pays. C'est vraiment important au lieu de faire, je ne sais pas moi, Denzela Mukuse comme tu l'as dit, ça ne sera pas du tout bien parce que vous voyez, les conséquences sont vraiment graves et fâcheuses. Alors, oui, mais M. Manara, quand vous dites, M. Mbonigaba, quand vous dites les choses comme vous les dites, c'est pour pousser les gens à quoi? Parce que les gens peuvent très mal percevoir, et puis à la révolte peut-être? Non. Non, pas la révolte. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes d'esclavage. Il y a cet esclavage qui nous a émus, je ne sais pas pourquoi. C'est l'esclavage institutionnel qui est là. Mais attendez, il y a un autre esclavage qui n'est pas lointain, qui est en nous, que moi j'appellerais l'esclavage mental. Depuis combien de temps le Belge est parti? Mais nous ne voulons pas le lâcher. Nous le gardons à nous. Nous demandons aux Belges de continuer à nous coloniser. Quand vous allez dans des magasins, vous achetez des cheveux de la femme belge, des cheveux. J'ai vu des Congolaises qui balayent des mèches comme une Européenne. Ça, c'est l'esclavage mental. Quand vous allez dans un magasin, vous achetez des pots où il y a de la pâte corrosive pour avoir un visage orange. Et ça, ce n'est pas seulement au Congo. Moi, j'ai vu une grande artiste qui est morte avec une peau complètement dégradée parce qu'il veut devenir blanc. Même un gros artiste. Oui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rompre avec le maître. Voilà, il le garde même. Il veut perpétuer sa couleur en lui. Merci, M. Benara. C'est vrai que quand je ne suis pas surpris, un jour je descendais de l'avion, je quittais l'aérogare, il y a un garçon qui portait mes valises, et à un moment il m'a abandonné pour aller prendre les valises d'un petit blanc, ce qui était absolument gênant. Oui. Oui, en fait, effectivement, je crois que la décolonisation mentale est un préalable à la respectabilité que nous voulons avoir. Alors je vous pose la question, que faire, papa? Que faire? Parce que c'est grave, c'était sur ce plateau que nous avons parlé du Code noir. C'était tissé, mais intelligemment tissé. Mais que faire pour nous en sortir? Eh bien, il faut faire des réformes en profondeur. Parce que quand nous disons cela, on croit que c'est une coquetterie d'intellectuels. Mais les réformes sont vitales, sont indispensables pour que nous puissions nous en sortir. Et c'est des réformes qui vont bousculer tous les usages, toutes les manières que nous avons adoptées de l'extérieur. Quand vous parlez de réforme, c'est vague. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Je veux dire que, nous devons tout faire pour que seuls les meilleurs d'entre nous nous dirigent. Voilà. C'est une réforme capitale. Et ça, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est parce qu'on constate que depuis 60, nous avons laissé un peu la politique à ceux qui étaient un peu plus débrouillards que d'autres. Et ça nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, nous devons nous réapproprier la politique et considérer que tout part de là. Si nous prenons l'option que désormais, seuls les meilleurs d'entre nous auront vocation à nous diriger, eh bien, à ce moment-là, nous allons établir des règles pour cela. Oui, mais je vous pose une question modeste. Si ce sont les meilleurs qui sont appropriés les connaissances de l'homme blanc, nous continuons dans la même rengaine. Si c'est ça, la limite, si c'est à l'aune de cette instruction européenne, on n'est pas sorti de l'auberge. Ben voilà, donc c'est pour cela qu'il faut préciser qu'être meilleur, ce n'est pas nécessairement être porteur de plusieurs diplômes.
On va préciser qu'être meilleur, c'est être meilleur au plan moral et éthique d'abord. Très bien. Les diplômes après. Très bien. D'abord, moral, éthique. Et à ce moment-là, lorsque nous imposons cela, tous les petits diplômés qui sont en même temps des truands seront tout de suite identifiés et mis hors de l'état de nuit. Les bandits en cravate. Oui. Donc, cette réforme qui pousserait à ce que, depuis la commune, depuis telle direction d'une entreprise ou d'une administration, jusqu'au sommet de l'État, partout et dans tous les domaines, que ce soit seuls les meilleurs. Et nous pouvons y arriver. Mais évidemment, les malins qui sont là et qui n'aimeraient pas libérer la place, ben, feront tout. Et c'est de bonne guerre. Feront tout pour que ça n'arrive pas. Mais que ceux-là qui pensent qu'effectivement, il faut que l'Afrique cesse d'être la risée du monde, parce que là, nous venons d'avoir une manifestation choquante, mais en réalité, pour nous qui regardons l'Afrique avec le regard qui est le nôtre depuis toutes ces années, nous considérons que c'est tout à fait normal ce qui arrive. En Europe, lorsque vous croisez un petit blanc et qu'il vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous ?» Moi, un jour, j'ai croisé un petit blanc qui m'a dit ça. J'ai dit « Vous avez raison. Je n'ai rien à faire ici. Mais pour moi, en fait, vous êtes trompé parce que moi, je suis là pour un petit séjour de quelques mois et puis je rentre. » Mais pour lui, il considère que je suis venu manger son pain, quoi. Son pain. Et donc, le jour où ils vont avoir envie de nous, comment dire, de chercher des appâts pour nous attirer chez eux, c'est là qu'ils vont commencer à nous respecter parce qu'ils auront compris que nous sommes mieux ici que chez eux. D'accord. Voilà. Dans la scène qu'on a vue en Libye, il faut voir trois personnages. Parce qu'on en a vu un seul, mais il y a deux. Mais qui sont derrière, invisibles. On a vu le vendu. Mais on n'a pas vu le vendeur. Et surtout, on n'a pas vu l'intermédiaire. Vous allez voir que l'intermédiaire, c'est un noir. Et le vendeur peut être arabe. Et le vendu, c'est un noir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans cette partie où nous sommes, le Congo, il y a eu l'esclavage. Ici, sur la côte atlantique, il y a eu l'esclavage au Maniema. Qui sont ceux qui en vendaient d'autres? Ce sont des chefs coutumiers qui comptent de la pacotille, mais du sel, un morceau de linge, capturé des colosses et les vendaient à vil prix. Donc, il faut, avant d'aller manifester en France, dénoncer Macron, il faut d'abord se dénoncer soi-même. Et attention, l'esclavage comme la pauvreté commence à prendre les frontières de la mélanine. Ça commence à se limiter uniquement à la couleur noire. La première chose, c'est ce que Modeste vient de dire. Posons-nous la question de savoir, est-ce que nous avons essayé d'améliorer l'idée que nous faisons de nous-mêmes? Moi, Manar Kamitenga, je n'accepterai jamais qu'on me vende comme ça sur une place publique. Parce que je suis éduqué, je suis instruit, et c'est l'éducation que ma mère m'a donnée au Maniema et mon père m'interdisent que je sois vendu comme un objet. Non, mais c'est vrai, comment faire en sorte que nous puissions idéaliser notre personne? Le nègre n'a pas de respect pour lui, mais il se déteste. Oui, il se déteste. Oui, c'est le seul endroit où on voit quelqu'un aller à l'encontre de la couleur de sa peau, de ses cheveux, de sa personne. Donc, si vous voulez, ne vous en prenez pas à la France, ne vous en prenez même pas au gouvernement. Il faut vous en prendre au système qui nous produit. Le système qui nous produit, c'est quoi? C'est l'école. L'école française ne produira jamais un esclave. Vous ne verrez jamais un Chinois vendu en public. Vous ne verrez jamais un Arabe vendu en public comme ça. Vous ne verrez jamais un Français vendu. Il n'y a que la meilleure marchandise idéale pour être vendu en public, c'est le nègre.
Mais Manara, quand vous dites que vous ne vous laisserez pas vendre, enfin, disons, vous êtes du Maniema, vous avez tout simplement la chance d'avoir pas, vos parents ont eu la chance d'avoir pas été vendus, parce que vous n'aurez pas fait comme les Japonais, harakiri quand même. Non, les gens du Maniema ont été vendus. Oui. Et ils le savent. Vous êtes nés après. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils disent plus jamais ça. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit Maniema Pouye Boy. Je vous donne une anecdote. Vous arrivez à l'aéroport de Kin, vous ne cherchez pas un gars pour vous transporter le bagage. Qui que vous soyez, arabe, blanc, noir, un gamin auquel vous proposez votre valise, il va vous dire, mais c'est que vous avez me payer, vous pensez que c'est suffisant pour acheter un avion? C'est une anecdote. On va écouter encore une fois. C'est comme ça, au Maniema, on ne transporte pas les bagages de on va écouter la rue. Mais au-delà des causes lointaines, il y a les causes immédiates. C'est la gestion, la bonne gouvernance. Si les dirigeants africains, les gouvernements géraient rationnellement et de la manière la plus équitable les ressources que produisent leur pays, en pratiquant la bonne gouvernance et la bonne redistribution des richesses, ce qu'on appelle la justice sociale ou la justice redistributive, je pense que beaucoup n'iraient pas pratiquement à la rencontre de la mort. Parce qu'imaginez-vous, même pour ceux qui s'échappent de la Libye, beaucoup vont mourir dans le plus grand cimetière actuellement. Vous connaissez, le plus grand cimetière aujourd'hui, c'est la mer Méditerranée. C'est un cimetière marin. Donc, je pense que le problème est plus profond que le simple épiphénomène de l'esclavage vécu aujourd'hui en Libye. Il faut que nos gouvernants reviennent au bon sentiment, qu'ils pratiquent la bonne gouvernance, qu'il y ait une bonne redistribution des richesses, que les jeunes bénéficient des politiques d'encadrement. Tout ça, c'est dû aux fautes de nos dirigeants politiques. Parce que tous ces gens qui fuient le pays pour aller là-bas, soit disant qu'ils vont traverser, aller en Europe, c'est parce qu'ils fuient les misères qui se trouvent dans nos pays. Alors, chers amis, on s'achemine vers la fin. C'est vrai qu'on a commencé déjà à tirer les leçons de cette histoire qui a scandalisé plus d'un. En conclusion, une longue conclusion, qu'est-ce que vous dites? Vous qui avez écrit d'ailleurs là-dessus. Oui, mais je dis que le système, comme l'a dit Manara, nous devons le changer. C'est vrai que... Donc toute l'Afrique devra changer. Dans toute l'Afrique, c'est vrai que c'est à l'école que ça doit se faire dans la durée. Mais sur le plan politique, il faut mettre en place un système de gouvernance tellement rigoureux, comme je l'ai dit, que le gouverné ne soit plus un simple... Béni oui oui. Béni oui oui, mais quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et il sait qui a le profil pour ce job-là, à tous les niveaux. C'est ce système-là qu'il nous faut, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de plaintes parce que les gens auront choisi exactement les hommes et les femmes qu'il faut à chaque poste de responsabilité, et ils se seront organisés pour que la critique et l'opposition à ce qui se fait ne soit pas étouffée, et on pourra enfin vivre dans une réelle démocratie où les gens qui sont opposés à quelque chose le font savoir, et ça contribue à l'amélioration de ce qui est fait, et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à avancer. Oui, mais je veux vous dire ceci. Moi, à 2 reprises, je me suis présenté aux élections législatives que j'ai gagnées haut la main, malheureusement, ça tournait au vinaigre. Mais ce que vous proposez va prendre longtemps, parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sur le terrain, on vous exige, on donne un peu d'argent, on demande un peu d'argent, on vous demande des t-shirts et tout ça. Mais c'est ça qu'il faut changer d'un coup. Parce que si vous y allez dans la logique de dire, bon, on va d'abord changer M. Kibambi, et puis après Manara, et puis après un autre, non, vous n'y arriverez jamais. Il faut une rupture. Il faut rompre avec ce système-là qui exige que les meilleurs... Mais comment rompre? Donc, quand vous allez en campagne, n'amenez rien.
Allez seulement prêcher la bonne parole. Ben, effectivement, le système qui permet à ce que... Ce sont les électeurs qui vont d'ailleurs vous chercher, vous. Parce qu'ils vont dire non, pour nous ici, c'est M. Kibambi qu'il faut convaincre de venir se présenter parce qu'il a le profil, lui, il prendra à cœur nos problèmes. D'accord. Ce n'est plus quelqu'un qui a vendu sa maison et qui vient distribuer des petits billets, des bouteilles de bière. Ce sera fini avec ce système. D'accord. Monsieur Manara, conclusion. Il faut élever le Congolais au-dessus de l'estomac. Pourquoi un gamin peut se faire vendre sur le marché public? C'est pour manger. C'est-à-dire que tant que des États d'Afrique noire ne seront pas capables de répondre aux besoins animaux, ils assisteront au départ de leurs citoyens qui vont se faire vendre dans le monde entier comme du bétail. Il y a 5 ans, moi j'ai vu les cadavres d'un noir en train d'être dépecés par 2 individus asiatiques. Eh bien, écoutez, des images comme ça sont capables de devenir nombreuses. Et d'autres races disent plus jamais ça, ceux qui ont connu la colonisation. Mais l'Afrique noire ne fait rien pour que l'esclavage ne se répète plus, pour que la colonisation ne se répète plus. Quand on voit ce qui s'est passé au Burkina Faso, les questions que les gamins posent montrent bien que l'Afrique n'a jamais fait un effort quelconque pour que les briques qui lui sont tombées sur la tête il y a 600 ans ne puissent pas lui tomber aujourd'hui en 2017. Essayons d'éduquer nos populations, essayons de mettre en place des systèmes d'émancipation des individus pour qu'ils ne dépendent plus rien que d'un organe qu'on appelle l'estomac. D'accord. Nous allons écouter le directeur de la rédaction de Numérica. Pour lui, qui gagne? Il va nous dire. Essayons de réfléchir par l'absurde. Comment endiguer le flot de migrants? Eh bien, des services européens soudoient des milices sur la côte libyenne. Et ils demandent aux miliciens d'arrêter à tout prix le flot de migrants. Ces derniers organisent une vente publique qui, curieusement, est filmée par une chaîne de télévision occidentale, en l'occurrence CNN. Les images sont diffusées, le monde entier s'en émeut. Mais qui gagne dans tout cela? C'est l'Europe, naturellement, qui sera parvenue à endiguer le flot de migrants. Bien entendu, c'est une réflexion comme ça à l'absurde. Mais si, dans 50 ans, 100 ans, certains documents sont déclassifiés, l'on comprendra beaucoup de choses. Et il ne sera pas étonnant que demain, on voit des ONG occidentales se lever de fonds et racheter des migrants qui seraient alors rapatriés dans leur pays avec force médiatisation. Donc, comme je disais au début, il faut savoir raison garder dans cette affaire de vente des subsahariens. D'un mot et d'une phrase, nous allons chacun, vous allez terminer cette émission, cette révolte intérieure. Mais comment peut-elle s'opérer? Qui veut prendre la parole? Parce qu'il faut quand même refuser ce qui nous arrive. Alors, on est toujours à la recherche de ce déclic. Oui. Comment le produire? Qui va le produire? Mais il faudra qu'il y ait ce déclic-là qui va pousser les uns et les autres à dire trop c'est trop, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Eh bien, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a touché le fond, mais on continue toujours à descendre. Ça veut dire que ce déclic-là, il faut continuer à chercher. On ne l'a pas encore trouvé. proposition. Pour être un homme, il ne suffit pas d'avoir 2 jambes. Il faut plus que ça. Nous sommes, nous, Africains noirs, responsables de ce que nous arrive
en ce moment. Essayons d'y faire face en étant responsables de nos actes et de ce qui nous arrive. Oui, parce que quand vous regardez ces images des petites gens, des Asiatiques qui s'acharnent sur quelqu'un, le tabassant avec haine. Ces images-là, si elles vous laissent comme ça, impassibles, alors là, si elles nous laissent comme ça impassibles, c'est que nous ne sommes pas normaux. On ne demande pas l'appareil, on ne demande pas de faire, mais qu'il y ait une révolte intérieure, que quand quelqu'un dans la rue traite notre compatriote comme un chien, lui parce qu'il ne peut pas le faire, mais nous pouvons le faire, nous pouvons lui administrer une bonne leçon. Il dit, monsieur, plus jamais ça, ici en République démocratique du Congo, on ne traite pas le Congolais comme vous êtes en train de le faire. Merci d'avoir suivi ce numéro. La prochaine fois, 2 invités qui viendront faire le même exercice. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.